Denis Mukwege, bonjour. Bonjour. Le viol est désormais utilisé comme arme de guerre dans la plupart des conflits modernes, en République démocratique du Congo, au Soudan ou encore dans les régions anglophones du Cameroun. Pourquoi est-il si souvent présent dans ces zones de guerre aujourd'hui ? Malheureusement, je crois que le viol comme arme de guerre est utilisé dans tous les conflits que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est tout simplement parce que c'est une arme efficace, c'est une arme qui demande très très peu d'investissement, mais en fait qui détruit les sociétés, détruit les communautés, détruit les individus. En République démocratique du Congo, dans votre pays, l'UNICEF pointait l'année dernière une augmentation des violences sexuelles contre les enfants et un nombre record de violations graves à leur rencontre. Comment expliquez-vous cette aggravation des atteintes aux droits des enfants dans votre pays ? Je crois qu'aujourd'hui, si le rapport qui avait été donné par Médecins sans frontières dit que seulement l'année 2023, il y a eu 90 000 victimes de violences sexuelles dans la seule province du Nord Kivu. C'est un chiffre faramineux, c'est un conflit qui est négligé, oublié, mais la situation de la population, elle est dramatique, et spécialement les enfants. Cette aggravation des violences sexuelles contre les enfants, est-ce que c'est le signe, en République démocratique du Congo, d'un échec des Nations Unies, de la communauté internationale ? Absolument, parce que je crois que lorsque vous avez 7 millions de déplacés internes, les gens ils vivent dans des conditions inhumaines, où les enfants qui ont perdu leurs parents dans des camps de déplacés internes n'ont pas accès à la nourriture, tout simplement, puisque pour accéder, il faut être un adulte, hein. Et les enfants qui ont perdu les parents, ils sont parfois obligés de se prostituer dans le camp auprès des adultes pour pouvoir avoir la nourriture. Et ça, c'est une honte pour nous tous. Ces enfants qui ont perdu leurs parents, ils se retrouvent dans des camps de déplacés sans aucune protection. Et ça, je crois que ce sont des situations qui méritent une attention particulière. Que recherchent les belligérants en s'en prenant particulièrement aux enfants dans les zones de conflit, que ce soit en République démocratique du Congo ou ailleurs ? Est-ce que c'est une façon d'empêcher, de briser tout avenir en s'en prenant d'abord aux plus jeunes ? Je crois qu'il faut d'abord pouvoir expliquer que et lorsque vous détruisez les enfants, ça veut dire que tout simplement, vous détruisez aussi les futurs de la communauté, les futurs du pays. Et en République démocratique du Congo, ça fait 3 décennies que nous connaissons ces problèmes. Et lorsque les enfants sont visés, ils sont ciblés par les belligérants, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement puisque lorsque ces enfants sont traumatisés, ce sont des enfants qui vont développer des mécanismes psychologiques de protection. Ces mécanismes vont faire que ces enfants soient complètement dissociés et ils vont avoir des comportements tout à fait anormaux. Et ces enfants complètement dissociés vont constituer en fait un vivier pour les groupes armés, pour les garçons, mais les filles souvent finissent dans la prostitution et donc ça pérennise le mal dans la société. Et je crois que c'est fait exprès pour détruire. Est-ce que, d'après vous, le droit international prend suffisamment en compte l'usage du viol comme arme de guerre aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'avancées. En République démocratique du Congo, nous avons une très bonne loi, mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les États ne se préoccupent plus du droit international et humanitaire. Même des pays, des États qui siègent au Conseil de sécurité sont en train aujourd'hui de violer la Charte des Nations Unies, viole le droit international et humanitaire, et a fortiori d'autres États comme en République démocratique du Congo, où le voisin du Congo viole en permanence, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de violer le droit international et humanitaire en République démocratique du Congo, sous le silence total de la communauté internationale. On dirait que, en fait,
ça permet à ces pays de continuer à piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo au profit de la communauté internationale, et celle-ci donc ne réagit pas. Et moi, la grande question que je me suis toujours posée et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, pourquoi faire cette violence extrême sur les enfants pour juste piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, alors qu'on peut faire un commerce équitable où le Congo gagne, les entreprises gagnent. Pourquoi on doit utiliser une telle violence pour avoir ces ressources? Et alors, que faut-il faire pour enrayer ce cycle de violence sexuelle? Est-ce que c'est donc d'abord la responsabilité des États qui doivent respecter leurs engagements, et comment faire en sorte qu'ils respectent leurs engagements? Je dois dire que le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas un conflit comme les gens ont tendance parfois à le montrer. Ce n'est pas un conflit entre des ethnies. Ce n'est pas non plus un conflit où des gens... Souvent, lorsque les gens prétendent qu'ils se battent de conflits religieux, ça peut poser problème. C'est une guerre économique pour contrôler les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'à mon avis, il y a lieu de pouvoir trouver des solutions. Puisque si toutes les entreprises de la haute technologie et la nouvelle technologie qui utilisent ces minéraux peuvent imposer la paix, cette paix-là, on peut l'avoir. Mais à partir du moment où ils participent à ces pillages, eh bien, les pays voisins, ils continuent à créer des prétextes pour continuer la guerre, mais en réalité, c'est pour pouvoir exploiter ces minéraux. En fait, les grandes entreprises, les multinationales qui consomment ces minéraux, ils ont aussi un pouvoir politique. Et ils peuvent utiliser ces pouvoirs politiques, ces leviers, pour imposer la paix et avoir des minéraux qui ne sont pas teintés du sang. Et ça, c'est faisable. Les enfants nés de viol, il en a été question pendant ce congrès également. Ces enfants, ils sont le plus souvent rejetés par leur communauté, ils sont abusés à leur tour. Comment mettre fin à cette spirale et comment favoriser leur intégration? Malheureusement, vous savez, à la maternité à Panzi, on voit la progression des enfants qui naissent du viol. Nous faisons à peu près 3000 accouchements, donc autour des 1000 enfants qui naissent à Panzi chaque année sont des enfants qui naissent du viol. C'est une menace pour la sécurité, c'est une menace pour la paix. Ces enfants sont rejetés par la communauté, considérés comme des enfants serpents, des enfants génocidaires, des enfants des ennemis, comme ils peuvent les appeler, et malheureusement, avec ces qualificatifs, c'est très très difficile pour ces enfants de s'intégrer dans la société. Il faut arrêter la guerre, il faut mettre fin à ces cercles vicieux de conflits qui détruisent toute une population. Et les enfants sont malheureusement les premières victimes des décisions, des guerres que nous les adultes nous décidons. Pour finir, on ne peut s'empêcher de vous poser une question de politique congolaise. Vous étiez candidat à la dernière élection présidentielle en décembre dernier. Vous avez réuni moins d'1% des suffrages. Est-ce que, pour autant, cela signifie la fin de votre engagement comme acteur dans la vie politique congolaise? Je pense que j'avais eu l'occasion de le dire. Il n'y a pas eu d'élection au Congo, c'est un simulacre d'élection. Mais je crois que pour moi, c'était une question de responsabilité. Et je pense que j'ai pris ma responsabilité et je suis très fier de l'avoir fait. Et ce qui s'est passé, ça concerne ceux qui ont organisé ces simulacres d'élection. Est-ce que votre participation dans la vie politique congolaise va donc se poursuivre, y compris à travers une participation à d'autres scrutins? Je n'ai pas de parti politique, je ne m'étais pas présenté dans un parti politique, je m'étais présenté comme un candidat indépendant, puisque de toute façon je suis un militant des droits humains et je continue à les faire. Denis Mukwege, merci. C'est moi qui vous remercie.